Gaz. Y a-t-il du monde ici? Peut-être pas encore. Je vais continuer de danser avant de vous conter la merveilleuse histoire de Tessa Hadid, la maline. Vous pouvez le répéter chez vous, Assequas Amgaz, ce qui signifie bonne année. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et hier, c'était le jour officiel du Nouvel An berbère. Depuis 2017, ce jour en Algérie est férié et payé et c'est très nouveau. Pourquoi un Nouvel An le 12 janvier et pourquoi un Nouvel An berbère? Mais d'abord, qui sont les Berbères? Les Berbères sont les populations qui habitent le nord de l'Afrique, depuis la Libye jusqu'au Maroc, depuis l'Antiquité. Cela signifie qu'ils étaient là avant les Européens, avant les Arabes, avant les Romains. Et figurez-vous qu'il y a 2971 ans, accédait au trône d'Égypte un roi berbère, un pharaon berbère. Ce pharaon fut le premier pharaon de la 22e dynastie égyptienne qui régna pendant près de 200 ans. C'est pourquoi dans les années 60,
lorsque le comité berbère de Paris a choisi de déterminer un calendrier qui soit fixe pour les berbères, car auparavant ils ont fonctionné en calendrier lunaire et solaire, puis en calendrier lunaire simplement. Ils ont décidé d'avoir un calendrier à eux, mais dans lequel il serait facile d'avoir un repère dans le calendrier grégorien. À partir de là, ils décidèrent donc que le 12 janvier serait le nouvel an berbère. Donc, il y a 2971 ans, le premier pharaon berbère accédait au trône d'Égypte. Et sachez qu'à Tizi Ouzou, ville de Kabylie, la Kabylie étant une région berbère extrêmement concernée, extrêmement fière et heureuse de ses traditions, qui se situe au nord de l'Algérie, qui comporte de magnifiques montagnes et de très très belles plages, mais aussi un peuple fier, eh bien, à Tizi Ouzou, on a érigé une statue de ce premier pharaon il y a 3 jours. Donc, je vous souhaite à Seguas Amougaz un très beau nouvel an berbère. Vous l'avez entendu, les berbères sont de nombreux peuples qui vont de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Mais aujourd'hui, nous allons raconter une histoire kabyle. C'est l'histoire de Tassa Hadit, la Maline, la fille du charbonnier. Il était une fois, et cela remonte presque à la nuit des temps, il était une fois un pauvre charbonnier. Il était heureux et vivait avec sa femme et ses 10 enfants. Mais la vie était dure. Chaque jour, il partait à la mine pour extraire le charbon. Et lorsque le soir, il revenait, fourbu, fatigué, épuisé, il avait le bonheur de retrouver Tassa Hadit, sa fille cadette, qui l'attendait avec de l'eau pour qu'il puisse se nettoyer les pieds, pour qu'il puisse se nettoyer les mains, pour qu'il puisse laver son visage de toute la fatigue. Et le simple sourire de Tassa Hadit réchauffait le cœur du pauvre homme. Tassa Hadit avait des sœurs, elle en avait 6, qui étaient toutes plus frivoles les unes que les autres. Elle ne pensait qu'à acheter des bijoux. Comment allait-elle s'habiller le lendemain, alors qu'elle n'avait presque rien à se mettre? Tassa Hadit, au contraire, était entièrement tournée vers l'esprit et vers l'attention qu'elle pouvait porter aux autres. Elle était également fort belle, paraît-il. On ne sait pas si elle était brune ou si elle était blonde. L'histoire remonte à il y a si longtemps, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'elle était aussi belle qu'intelligente. Or, dans les villages passaient alors les colporteurs, qui portaient des produits fabriqués à la ville et dans le monde entier, jusque dans les villages. La réputation de Tassa Hadit ne tarda pas à se répandre dans tout le royaume et alla jusqu'à la cour du roi. Il faut savoir qu'en ce temps-là, à cette cour, on n'était pas tourné vers la guerre. C'était un temps de paix, et donc un temps propice aux exercices de l'esprit, dont le roi était très friand. Dans cette cour, il y avait de nombreux artistes, il y avait des musiciens, il y avait des troubadours, il y avait des chanteurs, et les seigneurs eux-mêmes, lorsqu'ils joutaient avec des armes, c'était pour s'entraîner, mais la pire des joutes qu'ils pouvaient avoir, c'était la joute de l'esprit. Il fallait donc rivaliser d'intelligence, rivaliser de belles paroles, et les énigmes étaient monnaie courante. Mais le roi commençait à s'ennuyer. Sa passion allait vers les échecs. Tous les soirs, avant de s'endormir, il jouait une partie d'échecs. Mais il gagnait tout le temps, il commençait aussi à s'ennuyer des échecs. Les énigmes, personne n'était aussi fort que lui pour les résoudre. Alors, que faire? Il entendit parler de Tassa Hadit. Et l'idée germa dans son esprit de convoquer le père de la jeune fille. Hep, viens ici, s'il te plaît. Tu vas aller au village de ce charbonnier et tu lui diras qu'il vienne tout de suite me voir. Bien sûr, dit le seigneur qui était le premier à sa droite. Et il se mit en route pour le village du charbonnier. Il mit plus d'1 jour à arriver et dut s'arrêter une nuit dans sa famille. Lorsqu'il arriva, il demanda la maison du charbonnier et se présenta devant l'homme. « Dis-moi, je suis l'émissaire du roi. Tu dois te présenter à la cour, prépare tes bagages et demain, à l'aube, va-t'en jusqu'à la cour, tu dois te présenter. Le roi t'appelle. » Et il repartit. Le charbonnier était un peu inquiet.
car il ne savait pas pourquoi il devait se présenter à la cour. Parce que lui était modeste, parce que c'était effrayant, parce que c'était loin aussi. Tassaadit s'approcha de son père et le consola en lui disant « Père, le roi sûrement est bon, il ne nous veut pas de mal, et peut-être aura-t-il entendu parler de ton travail, peut-être aura-t-il entendu parler de notre famille. Va sans crainte, père. » Cela ne rassura pas beaucoup le père, mais il dormit un tout petit peu mieux. Le lendemain, dès l'aube, il se mit en route pour la cour, où il mit plus d'un jour à arriver, et il dut s'arrêter une nuit en chemin. Arrivé à la cour, il se fit présenter au roi. Il arriva et se prosterna devant lui. Le roi ne le fit pas relever. « Charbonnier, on m'a dit que tu avais dans ton foyer une fille cadette nommée Tassaadit, et qu'elle était extrêmement intelligente, aussi intelligente paraît-il que belle et gentille. Est-ce vrai ?» Le charbonnier resta face contre terre. « Sire, il me semble que peut-être on aura exagéré la réputation de ma fille. Que puis-je pour vous, sire ? Charbonnier, écoute-moi. Si ta fille est si forte à résoudre les énigmes, en voici une. Je suis un arbre. J'ai 12 branches, et chaque branche comporte 30 rameaux. Voilà, qui suis-je ? » Le charbonnier ne bougea pas. « Relève-toi, charbonnier. Va poser la question à ta fille, et tu reviendras me dire. Mais il se fait tard, je crois. Charbonnier, tu vas pouvoir rester. Mets-toi au fond, là-bas, qu'on lui donne à manger et qu'on lui donne à boire, je vous prie. Tu pourras assister à la fête. » Le charbonnier se fit petit dans un coin, tout petit, petit, petit. Mais il fut ébloui par le faste, les musiciens, les jongleurs, les acrobates, les joutes verbales, cette grande soirée, la nourriture abondante, la magnificence du palais, décoré d'objets venant du monde entier, car le roi, forcément, était en communication avec tous les souverains de l'époque. Au bout d'un moment, le roi dit « Je vais rester avec mon ami pour faire une partie d'échecs. Vous pouvez tous disposer. » Le charbonnier s'en fut, on lui donna un lit pour la nuit, et le lendemain matin, il se mit en route pour son village. Il mit plus d'un jour à y arriver et dut s'arrêter une nuit. Lorsqu'il revient chez lui, dans sa tête tournaient les paroles du roi. D'autant, est-ce que j'aurais oublié de le dire, le roi n'était pas extrêmement agréable. Il lui avait donné à manger, certes, mais le charbonnier n'avait pas avalé grand-chose, car avant de terminer sa tirade, le roi avait dit « Si ta fille ne résout pas l'énigme, c'est qu'on m'aura trompé sur son intelligence, et vous aurez tous deux la tête tranchée. » Autant dire que le charbonnier n'avait pas l'esprit tranquille et qu'il réfléchissait. « Je suis un rameau. Non, je ne suis pas un rameau. Je suis une branche. Je suis une feuille. J'ai 32 dents. Non, c'est pas ça. Je suis un arbre. Je suis un arbre. J'ai 30 branches avec 12... Non, je suis un arbre. J'ai 12 branches. Et chaque branche a 30 rameaux. Je suis un arbre et j'ai 12 branches. Je suis un arbre et j'ai 12 branches. Et chaque branche a 30 rameaux. » Il arriva finalement à sa maison où il attendait Tassaadit. Lorsqu'elle le vit arriver avec sa pauvre mine, car il avait très mal dormi, il avait longuement voyagé, et dans sa tête tournaient toutes ces histoires de branches, de rameaux, de feuillages, de tout. Elle lui dit « Père, venez !» Et elle lui apporta de l'eau. Elle arrosa ses pieds, elle arrosa ses mains, et lorsqu'elles furent propres, elle les arrosa à nouveau afin qu'il puisse nettoyer son visage. Puis elle lui offrit du thé. Elle lui apporta à manger. Et lorsqu'il fut reposé, elle lui dit « Père, que s'est-il passé à la cour ?» Alors le père lui dit « Ma fille, nous risquons notre vie. Notre vie est entre tes mains. » « D'accord, père, vous me direz après, mais d'abord, comment était-ce à la cour ?» Alors le père lui décrit les magnificences, les jongleurs, les musiciens et la passion du roi pour les échecs.
Les échecs, oui, c'est un jeu, ma fille, un jeu de stratégie, et il y a deux armées qui s'affrontent. Mais peu importe, nous jouons notre vie ici. Vois-tu, on risque de nous trancher la tête à toi et à moi. Et alors, qui nourrira notre famille, si je ne suis pas là pour aller chercher le charbon? Bien, père, dites-moi tout. Écoute, ma fille, voici l'énigme du roi. Et elle sortit toute seule. Je suis un arbre avec 12 branches, et à chaque branche, il y a 30 rameaux. Qui suis-je? Tassadit recula et dit, est-ce tout? Mais ma fille, c'est tout. Mais mon père, c'est très simple. L'arbre, c'est l'année. Les branches, ce sont les mois. Et les rameaux, ce sont les jours. Non, c'est trop simple, dit le père. Mais non, mon père, il n'y a pas d'autre solution. Faites-moi confiance. Je vous assure, peut-être le roi nous aura-t-il sous-estimés, mais il n'y a vraiment pas d'autre signification à cette énigme, c'est sûr, c'est certain. Le roi lui dit, si tu en es sûr, écoute, je vais dormir ici ce soir. Si jamais tu changes d'avis avant mon départ demain, tu me le dis. Et le pauvre homme partit tenter d'essayer de dormir. Il avait beau tourner, retourner l'énigme dans sa tête, il ne trouvait aucune autre solution que celle de Tassaadit. Le lendemain matin, il partit donc pour le palais. Tassaadit lui dit au revoir et l'embrassa sur le pas de la porte. Le pauvre homme arriva à la cour et se présenta. Le roi fut assez surpris de le voir arriver aussi vite, en vérité. Le charbonnier fut présenté, il se prosterna aux pieds du roi. Le roi lui dit, « Bien, charbonnier, alors, qu'a dit ta fille ?»« Sire, ma fille a dit que l'arbre est l'année, que les branches sont les 12 mois, et que les rameaux, les 30 rameaux par branche, sont les jours. » Il tremblait comme une feuille lui-même, de peur que la réponse ne fût pas la bonne. Et le roi dit, « Exactement, c'est exactement ça. Si, comme on le dit, ta fille est aussi belle qu'intelligente, je veux l'épouser, je m'ennuie ici. Je voudrais une épouse jeune, gentille et drôle et pleine d'esprit. » Le charbonnier, sans se relever, face contre terre, dit, « Mais sire, ma fille est vraiment jeune. Elle est effectivement belle et intelligente, mais elle est vraiment jeune. » Le roi dit, « Que crois-tu donc? Je suis le roi, je peux patienter. Disons que je te donne une année. Et dans une année, juste avant Yenayer, je t'enverrai les présents qui conviennent à une fiancée. Et ta fille viendra à la cour par la suite, si ce que me rapportent mes messagers me convient encore. Tâche de la préparer à ce bel événement. Donnez-lui à manger, à boire, faites-le dormir, et qu'il revienne. Tu as sauvé ta tête, ta fille a sauvé ta tête. Va en paix, charbonnier. » Et le pauvre homme partit. Il mit à nouveau plus d'un jour à arriver chez lui et dut s'arrêter toute une nuit. Alors, il prévint Tassaadit de ce qui l'attendait. La jeune fille considéra l'événement avec intérêt. Pour l'instant, elle n'avait point trouvé de prétendant qui lui plaisât. Mais, dit-elle, « Père, j'ai une faveur à vous demander. Est-il possible, lorsque le prochain colporteur viendra, que vous m'achetiez un jeu d'échecs, afin que je puisse moi aussi apprendre cette merveille? Si le roi y joue chaque soir, c'est que c'est un jeu fort intéressant. » Le père ne pouvait plus rien refuser à sa fille. Et donc, lorsque le colporteur arriva, il lui acheta un jeu d'échecs. Et Tassaadit apprit à y jouer. Au bout d'un an, le roi, qui se souvenait de sa promesse, fit venir ses 3 plus proches serviteurs. « Venez ici, s'il vous plaît. Comme vous le savez, je ne suis pas encore mariée. Et il me reste en tête l'histoire de cette fille du charbonnier. Toutes les descriptions que j'en ai entendues sont formidables. Elle est belle, elle est intelligente, mon cœur bat déjà pour elle. J'ai fait préparer 17 coffres, 14 serviteurs et 7 chevaux. Les serviteurs iront à côté des chevaux car les chevaux sont trop chargés pour porter des hommes en plus. Donc, vous irez vous-même accompagner les serviteurs et lui porter des présents. Car pour ma fiancée, j'ai prévu le meilleur. Je veux qu'elle resplendisse, je veux qu'elle éblouisse toute la cour. Par ailleurs, vous irez là-bas. Vous y resterez dîner car c'est fort loin. Et vous y dormirez également. Je veux que vous me rapportiez tout, absolument
absolument tout ce qui se sera passé là-bas. Entendu? Oui, sire, dit ses serviteurs. Bien, vous pouvez y aller maintenant. Les serviteurs partirent, mais cette idée de voir leur roi épouser la fille d'un charbonnier ne leur plaisait pas vraiment. Franchement, la fille d'un charbonnier. Un homme qui part le matin, déjà fatigué, et qui revient, noir de crasse le soir. La fille d'un charbonnier. Ils arrivèrent à la salle où on était en train de préparer les présents. Et là, ils virent 17 énormes coffres, immenses, et d'une lourdeur. Pouf! Que pouvait-il bien y avoir là-dedans? Les coffres étaient déjà chargés. Aussi ne les ouvrirent-ils pas? Au bout d'une journée de route, ils devaient faire une halte. Et l'un d'eux dit: j'ai de la famille qui habite ici. On se fera un plaisir de nous y accueillir. Allons, nous ferons donc halte chez moi dans mon village. Les autres acquiescèrent, les serviteurs n'avaient rien à dire. Arrivés au village, les seigneurs, en se reposant, commencèrent à se dire tout de même: c'est beaucoup de coffres, et ils sont bien lourds. Si les serviteurs les avaient mal chargés, on devrait peut-être vérifier le contenu et voir ce qu'il y a dedans. Et puis, personne ne nous a vu partir. Les habitants du village de la fille du charbonnier n'étaient pas là non plus. Ils ne savent pas ce qu'il y a ni combien de coffres. La tentation était fort grande et ils ouvrirent. Et ils trouvèrent des merveilles, des étoffes d'or, rebrodées d'or. Tout ça pour la fille d'un charbonnier. Mais aussi des soies venues de l'Asie et rebrodées elles-mêmes d'or, des étoffes d'une richesse incomparable, comme eux-mêmes n'en avaient jamais vu. Tout ça pour la fille d'un charbonnier? Mais ce n'était pas tout, car il y avait aussi, évidemment, des tissus un peu moins précieux pour le quotidien. Des boîtes d'une grande beauté fort précieuse, contenant elles aussi des bijoux plus traditionnels, ceux-là, incrustés de pierres et d'émaux. Tout ça pour la fille d'un charbonnier? Allons, allons, allons. Qu'y a-t-il dans cette boîte-ci qui a l'air fort ancienne? Les parfums de l'Orient dans des flacons précieux. Il nous faut sentir cela. Les trois hommes perdaient la tête devant tant de richesses. Oh, quel délice! Oh, quelle merveille! Toute l'atmosphère était emplie d'une odeur délicieuse. Non, mais pour la fille du charbonnier, d'abord, nos bêtes vont mourir. Elles vont crever sur place s'il faut continuer. Regardez-les, elles sont exténuées. Personne ne sait ce qu'il y a dans tous ces coffres. Moi, je propose qu'on parte un peu moins chargé, qu'on prélève dans chaque coffre et une petite chose. Par exemple, tenez, voilà, un gros coffre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ravissante petite boîte? Oh, une bague précieuse. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'une pierre avec cette bague. Hein. On va la ranger. Voilà. Donc, tu partiras, toi, hein, avec le coffret et cette merveilleuse bague. Voilà. Hop. Ce sera beaucoup moins lourd. Les chevaux vont adorer d'être beaucoup moins chargés. Bien. Parfait. Ah, on passe de cet énorme coffre à ce magnifique, ce splendide petit coffre. Et quoi d'autre? Encore un bijou. On avait failli le... Bon. Il est joli. Hein. Ah, c'est un bijou pour les doigts. Avec une pierre. Bon, voilà. On va pas être complètement radin. On va juste garder la pierre. Voilà. Hop. Et comme ça. Voilà. Et un petit parfum. Je pense que ça, comme petit parfum pour la fille d'un charbonnier, c'est bien déjà. Je suis sûre qu'elle n'en a jamais eu. Bref, ils tombèrent d'accord. Les serviteurs n'avaient rien à dire. De toute façon, ils n'approchaient jamais le roi. Et donc, ils partirent, laissèrent les coffres. Voilà. Au revoir les coffres.
et repartirent vers le village de Tassaadit, les bras chargés de magnifiques présents. Tassaadit fut avisée de l'arrivée de la caravane. Sachant que c'était pour elle, elle se mit sur le pas de la porte et les attendit. En voyant arriver les présents, elle trouva quand même fort étrange qu'il y ait autant de personnes pour porter d'aussi petites choses. Elle eut un doute, ne dit rien. Elle les accueillit de son mieux, d'autant que ses parents étaient sortis. Elle accueillit les présents en s'exclamant de bonheur à chacun. Oh, mon Dieu, mais quelle bague magnifique! Elle vaut toutes les bagues d'or, elle est splendide. Le roi me l'a envoyée avec son cœur, c'est certain. Quelle merveille! Oh, un merveilleux bijou! Quelle splendeur! Oh, qu'est-ce donc que cela? Oh, que c'est beau! Du parfum! Quel bonheur! Je vous en prie, messire. Venez, mes voisins vous restauraient, vos serviteurs et vous-même soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Elle les invita à prendre le thé. Pendant qu'ils se reposaient de leur terrible voyage terriblement chargé, ils regardaient autour d'eux, ils n'avaient plus du tout l'habitude de vivre dans de telles masures, et lui demandèrent « Dis-nous, jeune fille, où est donc ton père ?»« Oh, messire, mon père est parti apporter de l'eau à l'eau. »« Pardon ?»« Oui, mon père est parti apporter de l'eau à l'eau, » dit-elle avec une petite révérence, et elle ne dit plus rien. Les hommes se regardèrent, ils pensaient tous qu'elle était folle, tout simplement folle, ou qu'elle parlait par énigme, mais qu'elle se moquait d'eux peut-être. En tout cas, ils ne trouvaient pas ça extrêmement agréable. Une fois la première surprise passée, ils reprirent la parole et lui demandèrent « Et ta mère? Où est donc ta mère ?»« Oh, messire, ma mère est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu. »« Ce qu'elle n'a jamais vu. Oui, c'est cela, messire. » Et Tassaadit ne dit pas un mot de plus. Et puis toute la famille arriva. Les 9 autres frères et sœurs revinrent de leurs occupations, les parents arrivaient à se poser. Les hommes ne leur parlaient pas beaucoup, ils restaient surtout entre eux et observaient. Et puis Tassaadit, qui avait préparé un bon couscous immense, très riche, plein de légumes et de pois chiches, au poulet, entreprit de découper la viande. Mais elle la découpa d'une façon qui leur sembla bien singulière. Pour que vous vous fassiez bien une idée, mais non, c'est pas toi dont on parle, toi tu es trop mignon. C'est pas toi qu'on va manger, c'est juste pour montrer. Elle découpa la tête, mais non. Et la donna à son père. Puis elle découpa le dos et le donna à sa mère. Elle découpa le poitrail et en donna un peu à son père et le répartit ensuite entre ses frères. Et pour finir aux voyageurs, elle donna les pattes. Il y avait plusieurs poulets puisqu'ils étaient plus que 10. Et elle les coupa tous de la sorte. Un peu interloqués, les visiteurs ne dirent rien. Ils mangèrent le couscous qui d'ailleurs était fort bon, même si les pâtes n'étaient pas exactement leur morceau préféré. Malgré tout, ça va. Ils allèrent ensuite dormir. Et le lendemain matin, Tassaadit les attendait sur le pas de la porte pour leur souhaiter une bonne route. Avant qu'ils ne partissent, elle leur dit « Messire, puis-je vous demander une faveur ? Dites au roi que j'ai fort apprécié ses présents et que je me réjouis de le connaître bientôt. Mais dites-lui également ceci, oh, s'il vous plaît, sans en changer un mot. Il manque du duvet à la perdrix, il manque de l'eau à l'eau et des étoiles au ciel. » Les hommes se dirent que décidément elle était folle. Oui, alors il manque du duvet à la perdrix, de l'eau à l'eau, décidément non, mais son père apporte de l'eau à l'eau, il manque de l'eau à l'eau, enfin bref, peu importe. Et pour finir, ah oui, des étoiles dans le ciel, il manque des étoiles dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'elle connaît en astronomie, cette petite? Ouf, heureusement qu'on s'en va. Et ils repartirent. Ils mirent plus d'un jour à arriver au palais, et évidemment, pendant leur halte, ils s'arrêtèrent chez le chef d'entre eux, retrouvèrent les coffres et décidèrent de séparer le bulletin. Ils le récupéreraient plus tard. Il était temps d'aller jusqu'à la cour du roi. Bien. Ils rentrèrent donc à la cour, où le roi les attendait. Alors, mes amis, comment est-elle, cette Tassaadit? Oh, sire, quel voyage! Est-elle belle? Ah, ça c'est incontestable.
c'est incontestable. Elle est très belle. Malgré tout, pour faire une reine, il y a un problème. Ah, dites-moi, mes amis. Eh bien, sire, figurez-vous, lorsque nous sommes arrivés, ses parents n'étaient pas là. Elle nous a très bien accueillis, elle nous a fait du thé. Nous avons demandé évidemment où était son père, et elle nous a répondu, il est parti porter de l'eau à l'eau. Et qu'y a-t-il de surprenant à cela? Sire, porter de l'eau à l'eau. Est-ce que je remplis mon verre d'eau avec de l'eau? Ah, décidément que je m'ennuie auprès de vous. Il y a un moulin au village. Eh bien voilà, les hommes sont partis pour détourner le cours du fleuve, pour que l'eau passe dans la roue du moulin et l'alimente, et qu'ensuite elle retourne au fleuve. Il est donc parti porter de l'eau à l'eau. Sire, quelle intelligence! Quelle intelligence vous avez! Malgré tout, on ne peut pas dire qu'elle soit très normale dans sa façon de parler. Qu'y a-t-il encore? Eh bien, lorsque nous lui avons demandé où était sa mère, au lieu de nous dire elle est partie à tel endroit ou tel endroit, elle nous a dit ma mère est partie voir ce qu'elle n'avait jamais vu. Eh ben oui. Quelle bêtise. Évidemment, elle est partie voir un nouveau-né, une jeune accouchée. Elle est partie voir une personne qu'elle n'avait jamais vue. Voilà, c'est très simple. Les hommes n'en menaient pas large. D'un autre côté, ils ne pouvaient pas trop cacher la suite au souverain. Ils commençaient à se dire que peut-être Tassadit n'était pas aussi folle que cela. Malgré tout, ils continuèrent. Le repas, sire, s'est bien passé. Cependant, elle a coupé les poulets d'une façon très étrange. Elle a donné la tête, les têtes, à son père. Elle a donné le poitrail à son père et à ses frères, le dos à sa mère, les ailes à ses sœurs et les pattes, eh bien c'était pour nous, les pattes. Évidemment, c'est symbolique, Tassadit. C'est vraisemblablement une jeune fille merveilleuse. Elle a donné la tête du poulet à son père parce que son père est le chef de famille, donc la tête. Ne dit-on pas un couvre-chef pour un chapeau? Voilà. Elle a donné le dos du poulet à sa mère, parce que sa mère est la charpente du foyer. Elle est la poutre maîtresse de la maison, sans laquelle rien ne tient. Quant au père et aux frères qui ont eu le poitrail, c'est très logique. Ce sont eux qui protègent la famille de leur poitrail. Donc, ils ont eu le poitrail du poulet. Pour les ailes, pour les filles, c'est normal. Un jour, les filles se marieront. Elles voleront de leurs propres ailes. Et elles quitteront le foyer. Quant aux pattes, vous êtes les voyageurs, il est logique que vous ayez les pattes. Ah, que je me languis, dit le roi, de connaître cette Tassadit, qui a une façon de parler si poétique et si intéressante. Personne ne la comprend, mais moi je la comprendrai. Qu'y a-t-il d'autre? Avez-vous bien dormi? Oui, sire, nous avons été fort bien logés. Et en partant, elle nous a chargés d'une mission. Ah, a-t-elle aimé mes présents? Oh oui, sire. Elle a dit qu'elle était très enthousiaste, qu'elle les avait aimés, qu'elle vous remerciait du fond du cœur. Et elle nous a chargés de rajouter comme une espèce de poésie, sans en changer un mot. Il manque des plumes à la perdrix, il manque de l'eau à l'eau, il manque des étoiles dans le ciel. À ces mots, le roi se figea. N'avez-vous pas honte? Vous avez pillé mes coffres. Il manque des plumes à la perdrix, les plumes dorées du duvet. Vous avez donc pris les étoffes d'or. Il manque de l'eau à l'eau. Vous avez pris les parfums pour vous, misérables bandits. Et il manque des étoiles dans le ciel. Où sont les bijoux? Où sont les pierres? Où sont les émaux? La colère du roi était telle qu'il faillit leur faire trancher la tête sur le coup, mais ce n'eût pas été juste. « Brigands, dit-il, vous allez immédiatement aller rechercher tous les présents et les porter à Tassadit, sans quoi je vous couperai les mains, et pas une, les deux. Et vous la ramènerez parée comme il se doit, parée comme une reine. » Ils ne se le firent pas dire deux fois. Ils repartirent avec les serviteurs qu'ils payèrent de leur poche, pour aller rechercher tous les biens volés. Au village, lorsqu'ils arrivèrent, ce fut une liesse immense. Tassadit fut parée comme une princesse, comme il se devait, et on la ramena au palais.
Elle fit son apparition, étincelante, couverte de bijoux, dans des étoffes d'or. Tout le monde s'émerveillait de la prestance de la jeune fille et tout le monde oublia qu'elle était fille de charbonnier. Mais le plus beau fut le regard du roi sur la jeune fille. Il tomba immédiatement amoureux fou d'elle. Et commencèrent 7 jours de festivités dans tout le royaume. Et nous aussi, nous allons fêter le mariage de Tessa Hadid en musique et en dansant. S'il vous plaît, si vous êtes chez vous, prenez un foulard et venez avec moi pour danser. Il s'agit bien d'amour ici. Il Seul de toi, comme tu le vois, يا وين عزيزنا مهجور لا محبة قصر الصار سلبك يا وغدار جتم غير يزمر حتى يفرق المياه de ma vie تظلم تقولي وفرق جتم غير يزمر حتى يفرق fou de toi comme tu le vois je t'aime trop à mon amour tu es ma joie tu m'aides الهنا يا صندوقني صور Seul de toi, comme tu le vois, يا وين عزيزنا مهجور لا محبة قصر الصار سلبك يا وغدار Ainsi, durant 7 jours et 7 nuits, le royaume entier fit une grande fête. Mais notre histoire ne s'arrête pas ici. Tessa Hadid et son époux étaient mariés depuis 6 mois. Le roi s'ennuyait chaque soir à jouer une partie d'échecs contre des amis qui perdaient à chaque fois, mais juste parce qu'ils étaient moins bons que lui, tout simplement. Aussi, au bout d'un moment, se dit-il, je vais proposer à mon épouse. J'en ai assez de les voir, les autres. Tu joues avec moi. Tessa Hadid eut le pressentiment qu'elle gagnerait, car elle se savait très forte. Or, le roi vit l'hésitation dans le regard de son épouse qui dit « J'ai un peu mal au crâne, j'aimerais autant ne pas jouer aux échecs, sire. Moi, je pense que tu n'as pas du tout mal au crâne. Je pense que tu te dis que tu vas me battre. Ah, il ferait beau voir. Si un jour tu t'avérais plus intelligente que moi, je te répudierais, je te chasserais. Car l'homme doit forcément être plus intelligent que son épouse. C'est pas moi, c'est l'histoire. Tessa Hadid, tu dis, effectivement, je n'ai pas si mal au crâne que cela. Jouons, mon ami. Et elle disputa la partie d'échecs avec son époux. Et elle le laissa gagner. Évidemment, elle avait bien vu comment l'avoir. Mais non, elle le laissa gagner. Elle ne voulait pas le vexer. Puis elle l'aimait avec ses qualités, avec ses défauts. Bref, elle l'aimait. Et ainsi, de temps en temps, le roi changeait. Il battait un de ses sujets. Le lendemain, il battait Tessa Hadid qui faisait exprès de perdre aux échecs. Il gagnait aux échecs contre 2 sujets un soir, 2 soirs, puis il changeait et allait jouer avec Tessa Hadid qui évidemment le laissait gagner.
Un soir que le roi jouait avec d'autres personnes, Tassaadit, qui l'attendait, trouva qu'il faisait chaud et elle décida d'aller se promener sur les remparts du palais. Il faisait nuit et les jardins embaumaient, ils exhalaient le jasmin, ils exhalaient la rose. Et elle resta à la douceur du soir lorsqu'elle entendit des voix. Il y avait un homme qui disait « Te rends-tu compte ? Te rends-tu compte ? Aujourd'hui, le roi a rendu la justice de la façon suivante. J'avais un poulain. Un homme me l'a volé. J'ai défendu mon affaire. Eh bien, le roi m'a dit que je devais lui payer une amende. Tout ça parce que l'autre a dit qu'en fait, ce poulain lui appartenait déjà et qu'il était le fils, tiens-toi bien, d'une mule. D'une mule. Voilà. L'autre lui dit, je ne sais que te dire, le roi est le roi, que pouvons-nous faire ? Tassaadit se demanda où le roi avait la tête à ce moment-là. Sans qu'on la vît, elle dit, ne pleure pas, pauvre homme. Effrayé, pensant qu'il risquait d'être arrêté si on l'avait entendu critiquer le roi, le pauvre homme se retourna et chercha d'où venait la voix. Tu n'as pas besoin de me voir. Mais écoute-moi, je vais t'expliquer comment défendre ton affaire. Retourne demain au lit de justice du roi, car le roi, tous les jours, rendait la justice allongé sur un lit où il recevait ses sujets. Pas dans le lit, évidemment, devant. Chacun lui expliquait son affaire, le roi rendait la justice et il n'y avait plus rien à dire. Tu ne t'es pas assez défendu, dit Tassaadit. Je vais te donner une autre idée. Écoute-moi. Et le lendemain, l'homme se présenta au lit de justice et demanda à être auditionné. Le roi le reconnut, car il avait bonne mémoire, il avait vu bien du monde, mais il se souvenait de cet homme. Et il lui dit, « Encore toi ? Que se passe-t-il ? Décidément, tu ne m'as pas assez vu hier. » »« Sire, dit-il, c'est un autre cas que je viens vous conter. »« Ah bon ? Je t'écoute alors. Sire, j'ai fait pousser des fèves au bord d'une rivière. Et au moment où j'allais faire la récolte, des poissons sont sortis de l'eau, ont mangé mes fèves et ensuite sont retournés dans l'eau. Te moques-tu de moi ? Veux-tu donc que je te punisse encore ? Chacun sait que le jour où les poissons sortiront de l'eau pour manger des fèves, ce sera la fin du monde. Eh bien, c'est ce que je croyais, sire. Mais ne dit-on pas aussi que ce sera la fin du monde, le jour où une mule enfantera un poulain ? Le roi resta bouche bée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela hier quand je rendais justice ? Sire, ça ne m'est pas venu, ça m'est venu pendant la nuit, je ne sais pas, je déambulais autour du palais et voilà, et je me suis rendu compte que, voilà. Le roi rétablit l'injustice, il fit rembourser l'amende à l'homme, récupéra le poulain, mais il avait bien reconnu l'esprit de Tassaadit. À la fin de son lit de justice, il convoquait la jeune femme. Tassaadit. Oui, sire, dit Tassaadit. Ne t'avais-je pas dit que le jour où tu serais plus intelligente que moi, je te répudierais ? Ne crois-tu pas que j'ai reconnu, il en perdait ses mots, j'ai reconnu ton état d'esprit. Je sais très bien, l'homme, les fèves, etc., le poulain, le mulet, bref, c'est toi, je le sais. Demain tu partiras, tu prendras tout ce que tu as de plus cher et tu quitteras ce palais. Tassaadit s'inclina, fit une révérence et dit « Effectivement, sire, c'est ce que vous m'aviez dit. Ce n'est que justice. Mais faites-moi une dernière faveur. Venez dîner avec moi ce soir, s'il vous plaît, afin que je garde le doux souvenir de cette merveilleuse soirée pour moi. » Bon, d'accord, dit le roi. Tassaadit était maligne. Elle fit préparer les plats préférés du roi. Elle fit préparer ses boissons favorites. Et elle fit également préparer un filtre qu'elle glissa dans une modeste carafe d'eau, aromatisée de menthe et de réglisse, afin qu'on n'en sentît pas le goût. Le roi arriva le soir. Tassaadit était merveilleusement parée. Le repas fut délicieux. Le roi commençait presque à regretter de l'avoir repudiée. Elle lui servit de l'eau pour étancher sa soif et il s'endormit comme une masse. Dès que le roi fut profondément endormi, Tassaadit fit venir ses servantes
et elles mirent le roi dans un coffre. Puis, elle prépara toutes ses affaires, toutes, et reprit la direction de son village, le roi dans le coffre. Au moment où elle faisait une halte et décidait de se reposer, elle s'assit quand tout à coup, il eut de grands coups frappés dans le coffre. Alors elle ouvrit. Et le roi en sortit, tout surpris de la voir. « Mais que se passe-t-il? Où suis-je » dit-il. « Tu m'as enlevé ?» Tassadit lui dit, « Seigneur, vous m'avez dit que je pouvais emporter ce que j'ai de plus précieux. Alors, hier, je vous ai mis dans le coffre, car ce que j'ai de plus précieux, c'est vous. » À ces mots, le roi perdit totalement l'esprit, perdit ses mots, et se dit que décidément, sa vie n'aurait plus le moindre sens s'il vivait sans Tassaadit. C'est presque ainsi que termine cette histoire. Évidemment, ils furent heureux. Évidemment, ils eurent de beaucoup d'enfants. C'est un conte. Évidemment. Mais arriva le Yenayer 5 ans après. Et le roi fit inviter son ami qui venait de la classe. L'homme vint avec son épouse qui se dénommait Yito. Et les deux femmes sympathisèrent. Elles sympathisèrent tellement, et leurs enfants aussi, qu'elles en arrivèrent à une conversation. Et Tassaadit lui dit « Oh, Yito, tu es comme ma sœur. J'ai tellement envie que tu me racontes des histoires. Fais-moi rêver, parle-moi de tes montagnes à toi. Moi, mes montagnes me manquent. Toi, tu vis dans la classe, raconte-moi une histoire de là-bas. » Alors, Yito réfléchit. Puis elle lui dit « Ma sœur, je connais une histoire merveilleuse. Cette histoire, c'est celle du lion de la classe. Il était une fois un lion majestueux qui vivait dans les montagnes de la classe. Et ce lion observait les hommes de loin et il avait vu sur le royaume voisin et sur les villages. Un jour, il arriva une chose extraordinaire à ce lion. Il était tranquillement en train d'observer le paysage lorsque tout à coup, il vit que c'était l'heure de se quitter. Et que donc, si vous souhaitez retrouver un conte berbère mais marocain cette fois-ci, je vous retrouverai la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à nouveau, Asseguas, amigas. C'est fini pour aujourd'hui. Les Berbères sont les